Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour un nouvel épisode autour de la WNBA, du basket féminin en général. On va parler de la semaine qui vient de s'écouler du côté de la Ligue nord-américaine là. Et pour m'accompagner, alors, depuis quelques semaines, on fait des gardes alternées avec Tom. Là, pour une fois, il n'est pas disponible. On le salue, notre ami Thomas, évidemment. Et du coup, on se retrouve avec Elliot. Salut Elliot. Salut Chris, salut tout le monde. Ouais, au moins il y a du turnover, quoi. C'est jamais les mêmes duos les mêmes semaines. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Parce qu'à chaque fois, c'était soit toi, soit moi. Ça fait un bon mois, je pense. Ouais, minimum. Donc, c'est vrai que pour l'instant, plaisir. le trio magique n'a pas eu trop l'occasion de se retrouver. Mais bon, ça arrivera évidemment. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous vous dites quand est-ce que ça va revenir. Ça reviendra. On va parler un petit peu de cette semaine de WNBA où il y a encore eu des choses intéressantes, évidemment, comme chaque semaine. Alors, on va faire notre petite trame habituelle avec notre 5 de la semaine. On fera un petit point sur le classement. Il y a des choses à dire, Elliot. Un petit focus sur le match de la semaine dernière. Tu pourras en parler parce que tu en as fait un article sur le site de The Playoff. On vous invite à aller suivre. On parlera de la Commissioner Cup également et de l'équipe à suivre pour la fin de l'émission. Et on vous donnera les rendez-vous basket à ne pas louper pour les différents jours à venir. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt quand tu veux. Ouais, et on y va, on va pouvoir attaquer. Bon, juste avant, on se fait la petite auto-promo. Vous avez le podcast sur le débrief du match 7 des finales NBA qu'on a tourné ce lundi matin avec Yaya, que je salue évidemment. Donc voilà, la saison NBA c'est terminé, c'est derrière nous. Bravo à OKC, bravo Indiana aussi. Donc, surtout bravo Indiana. Et une occasion du coup supplémentaire de bifurquer sur la WNBA et d'aller suivre davantage de matchs de basket, ça sera toujours avec un grand plaisir. Si vous avez apprécié le jeu et le style de jeu proposé par les Pacers, le Fever d'Indiana a un peu les mêmes valeurs et les mêmes principes autour de Caitlin Clark, qui est un peu la Tyrese Haliburton féminine. Ouais, c'est vrai que Indianapolis, c'est quand même une place forte. The place to be. C'est pas parce que j'y vais, mais the place to be quand même. C'est ça, non, place forte du basket américain depuis quelques semaines, quelques mois. Donc c'est très bien, c'est une terre de basket, l'Indiana, donc c'est mérité. Alors nous, on va attaquer notre podcast, si tu veux, avec notre 5 de la semaine. Ouais. Les 5 joueuses qui ont marqué statistiquement ou dans des performances ou dans des victoires collectives, selon nous, ça reste évidemment très subjectif, la semaine qui vient de s'écouler. Et on démarre avec notre... Vas-y, je te laisse commencer. Allez, je commence. Si tu veux. On va commencer, avec Paige Bueckers du côté de Dallas, la jeune rookie, qui continue à monter en régime, même si, c'est vrai que Dallas, ça reste toujours un petit peu compliqué là, en termes de classement, on en parlera tout à l'heure, même si c'était un petit peu mieux, je crois, sur les... Non, quand même 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Voilà, donc on va dire que c'est mieux quand tu es sur un bilan c'est quoi le bilan de 3 victoires et 12 défaites. Quand tu as 2 victoires, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, donc Paige Bueckers là, qui marche pas mal. Qu'est-ce que j'avais noté moi sur les stats? Alors du coup, sur les 3 derniers matchs, elle est à 38 minutes, donc elle a vraiment un temps de jeu qui est conséquent. Donc ça, c'est déjà un élément important à prendre en compte, avec des belles moyennes. C'est aussi pour ça que du coup, elle est dans notre 5 cette semaine. Elle est un tout petit peu plus de 20 points, 5 rebonds, un tout petit peu plus de 5 passes, 2 interceptions, 1 contre. Donc vous voyez, c'est quand même c'est complet. La fiche de stats est bien remplie. 45% de réussite au tir. On attendait de la voir, ça fait partie des... On en avait parlé quand on avait fait la preview, Elliot, en tout début de saison avec Tom aussi, ça faisait partie des joueuses sur lesquelles le focus allait être fait, comme d'autres l'année dernière. On sait que la WNBA prend de plus en plus de place, et on savait que Paige Bueckers, après son cursus universitaire du côté de Yukon, allait attirer les spotlights. L'équipe de Dallas, c'est compliqué, mais en tout cas, elle montre de belles choses au sein de cette équipe et dans ses premières semaines au sein de la ligue professionnelle. Ouais, tout à fait. Et puis elle a manqué une belle semaine, même un peu plus, à cause d'un protocole commotion, juste début juin. Et depuis qu'elle est revenue, elle propose un niveau de jeu assez excellent. Elle était revenue avec un match à 35 points, justement, juste après sa blessure. Et là, elle a mis minimum 20 points sur les 3 derniers matchs. Et avec une victoire contre les Valkyries et Connecticut. Donc, une belle ligne de stats cette semaine pour Paige Bueckers. Et la défaite cette semaine en prolongation contre Washington, avec un quasi triple-double, 20 points, 9 rebonds, 7 passes. Il s'approche du triple-double, on n'en est pas loin. Donc c'est à souligner. Et
c'est on va dire notre poste 1 dans notre 5 de la semaine. On enchaîne, et je parlais de Washington à l'instant. On a une joueuse de Washington dans la suite de notre 5, Elliot. Tout à fait, c'est Sonia Citron, la rookie de Washington, qui, pareil, comme Paige Bakers, qui joue beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités sur le début de saison, 38 minutes par match. Et là, cette semaine, elle nous sort des moyennes de 19 points, 7 rebonds, un peu moins de 3 passes décisives, 2 interceptions, 55% de réussite au tir, 40% à 3 points et 77 presque au lancer franc. Et surtout, hier, dimanche soir, elle donne la victoire à Washington avec un gros panier à 3 points dans le corner. C'est elle qui est clutch pour cette victoire justement contre Dallas, on l'a dit. Et cette semaine, bilan de 2 victoires pour 1 défaite pour Washington. Donc Sonia Citron mérite largement sa place, elle qui réalise vraiment un début de saison très convaincant, je trouve. Non, carrément. Je suis en train de regarder les stats aussi de son côté. Et même cette équipe de Washington, elle est, là, elle est un petit peu redescendue. Elle est 9e, mais elle a un bilan quasi à l'équilibre. Bon, ouais. C'est plutôt pas mal. On pouvait s'attendre à aller voir peut-être. Voilà, on pouvait s'attendre à aller voir un petit peu plus bas dans le classement. Et il y a quand même des joueuses intéressants dans cet effectif-là. Et Sonia Citron en fait partie. Donc on va observer encore une rookie dans notre 5 cette semaine. Ouais. Donc on a un backcourt composé de deux rookies. Et on avait aussi des mentions à faire sur le backcourt. Oui. Moi, je voulais faire une petite mention à Monica Kouamakani, la franco-camerounaise, qui nous a sorti un match énorme contre le Liberty, dans la victoire de Phoenix contre le Liberty, avec 21 points et 6 assists, 8 sur 12 au tir. Donc, je crois qu'elle a le meilleur pourcentage à 3 points parmi les rookies cette saison. Et elle impressionne du côté de Phoenix, elle qui est quasiment titulaire à chaque match. Et là, avec le retour du Big Three, Kahleah Copper, le retour de blessure de Kahleah Copper, elle a continué à avoir sa place et à avoir des responsabilités. Donc, c'est très, très bien. Yes, et moi je voulais en parler parce que j'ai regardé le match. Alors dimanche était intéressant, tu avais 3 matchs à 21h. Moi je suis parti sur le match d'Atlanta contre Chicago, qui était plutôt sympa à suivre, même si le 4e quart-temps a vite plié l'affaire. Mais bon, au-delà de ça, il y a une performance que j'ai trouvée intéressante dans ce match-là, et même quand on regarde depuis 2-3 matchs, c'est alors je suis jamais bon sur les prononciations, mais je pense que c'est bon, sur Te-Ina Paopao. Alors c'est une jeune joueuse de 22 ans. Là qui est rookie aussi du coup en WNBA cette saison, et qui enchaîne les perfs dans le match contre Chicago. Elle a fini à 16 points en 21 minutes avec 2 rebonds, 3 passes, mais surtout une adresse folle à 3 points. Elle est à 5 sur 6. Juste pour vous donner 2-3 éléments, sur les 4 derniers matchs, elle est à 14 sur 19 en cumulé, juste à 3 points. Donc elle nous fait un 5 sur 6, elle nous fait un 1 sur 2, 4 sur 5 et 4 sur 6. Donc elle est vraiment on fire. C'est une joueuse vraiment intéressante à suivre. Elle a un profil qui moi me plaît. Je veux dire, elle ose en fait. Elle n'hésite pas. Elle va shooter en première intention. Elle a un vrai smile aussi sur le sourire, sur le faciès. Tu voyais hier quand ses shoots rentraient. Je vais pas dire que c'était la première surprise, mais tu voyais, elle prenait un vrai plaisir parce que du coup, tu avais toute l'équipe d'Atlanta, une belle équipe d'Atlanta. On en parle régulièrement dans le podcast, qui est vraiment bien en termes de classement et qui nous propose du beau jeu. Et ça passe aussi par ces joueuses-là qui sortent du banc ou qui ont des temps de jeu peut-être un petit peu plus limités. Là tu es à 21 minutes hier, mais sinon, elle est plutôt sur du 15 minutes sur les derniers matchs. Et c'est vraiment une joueuse qui est sympa à suivre, avec un profil qui peut plaire à des gens qui veulent du jeu rapide, du jeu dynamique, sans prise de tête. Et voilà, moi en tout cas, c'était une joueuse que je ne connaissais pas particulièrement, parce que je n'ai pas suivi son cursus universitaire précédemment. Et hier, en regardant le match, je dis mais celle-là, elle me plaît bien, j'aime bien le profil. Et du coup, en allant creuser un petit peu les stats et les performances, tu te rends compte que ça fait quelques matchs où elle est vraiment sur un très, très gros niveau. Alors, l'adresse, on sait, ça va, ça vient, ça va très certainement redescendre. Mais en tout cas, elle est sur une belle vague là, et tant mieux, c'est une belle joueuse à suivre. Ouais, et puis globalement, depuis le début de saison, elle est quand même à 57%. Donc, c'est pas non plus un coup de chaud passager. Elle est plutôt régulière sur le tir longue distance. Donc, ça peut être une belle chose à suivre cette saison, qui peut progresser justement tout au long de la saison du côté d'Atlanta, et une belle équipe, comme tu l'as dit. Yes. On enchaîne avec le poste 3 ?
Allez, si tu veux, on va parler un petit peu. Alors, on en avait parlé, je sais, avec Tom. Je crois que vous en aviez reparlé la semaine dernière. On parle beaucoup de Seattle en ce moment, et en particulier de Gabby Williams. Ouais. Il faut notre Française qui performe toujours avec cette belle équipe de Seattle. Invaincu, 3 victoires, 0 défaites. On parlera du classement tout à l'heure, mais là, Seattle qui se place bien dans la première partie du tableau. Et c'est en grande partie, en tout cas en partie grâce aux performances de notre Française. Là. Sur les 3 derniers matchs qu'elle a joué, donc sur les derniers jours de la semaine, elle est à 34 minutes de jeu. Donc pareil, temps de jeu vraiment important. 13 points, 7 rebonds, quasi 8. 7 passes décisives, 4 interceptions. Une adresse au tir qui est à 36%. Elle est vraiment impactante dans le jeu du Storm. On attendait aussi de Gabby Williams de l'avoir step up cette année. On avait vu qu'elle avait en équipe de France aussi pris des galons et pris des responsabilités. On attendait de voir en WNBA où le niveau quand même général est plus haut, on va pas se cacher. Et elle montre des très belles choses. Alors je crois qu'Eliott, toi tu dois les avoir, mais je les ai pas de tête. Elle a des records, ou en tout cas elle a des grosses performances là historiques sur les derniers jours. Sur les 3 derniers matchs, donc les 3 matchs cette semaine, elle a réalisé un career high à chaque match. Donc 8 interceptions mardi, qui était un record de franchise du Storm. Ensuite, vendredi, 12 rebonds. Elle fait son premier double-double en carrière. Et dimanche, 10 assists, son deuxième double-double en carrière. Donc vraiment une révélation là sur cette semaine pour Gabby qui, on a l'habitude noircit la feuille, mais qui est toujours aux alentours de 6-7 sur les catégories rebonds, assists, et qui là, pour une fois, passé la barre des 10 rebonds et des 10 assists, ce qui lui donne ses 2 premiers double-double en carrière en une seule semaine. Voilà, une belle semaine pour la joueuse française, et pour le Storm, on va en reparler. Si on peut se permettre une petite promotion, n'hésitez pas à aller voter sur le site de la WNBA pour Gabby Williams pour le All-Star qui aura lieu mi-juillet. Donc dès que vous allez sur le site WNBA, ça va vous popper à la tête et vous pouvez voter pour Gabby et voter pour les autres Françaises et les joueuses que vous pensez légitimes de participer au All-Star Game. Oui, parce qu'en plus, du coup, si tu votes pour Gabby Williams, parce qu'on est sur elle, là, il n'y a rien de déshonorant, il n'y a rien de choquant à voter. Parce que tu vois, quand tu regardes un petit peu les votes, tu as des choses qui peuvent paraître un petit peu stupéfiantes, on va dire ça comme ça. Là, tu votes pour Gabby Williams, on vient d'en parler, on la met dans notre 5, on en a déjà parlé les là, le niveau All-Star, ça c'est certain. Donc, il n'y a pas juste le côté, c'est une Française, donc je vais voter pour une Française, tu vois. Donc, non, mais tu as raison, c'est vrai qu'il faut aller soutenir ces joueuses-là pour le vote du All-Star. C'est vrai que ça ressort un peu moins que quand c'est le All-Star Game chez les messieurs, mais c'est tout aussi important pour elles et pour leur ego, leur palmarès individuel. Donc, allez-y, allez voter, c'est gratuit. Et c'est quoi? C'est un vote par jour, je présume? Oui, et puis il y a des jours où ça compte double. Voilà, ils ont fait la même chose qu'en NBA, ou c'est peut-être plutôt la NBA qui a fait la même chose que la WNBA, c'est souvent comme ça que ça marche. On continue, tiens, je te laisse la main sur la suite de notre 5 de la semaine. Et on va prendre une autre joueuse de Seattle, puisque Seattle est vraiment en feu en ce moment, 3 victoires, tu l'as dit, sur la semaine. C'est Nega Ogwumike qui affiche des très très belles moyennes. En 32 minutes par match, elle cumule presque 26 points, 8 rebonds, 2 passes. 2 interceptions, 1 contre, 71% de réussite au tir, 41% à 3 points et 100% au lancer en tentant un peu moins d'un par match. C'est pas significatif, mais son impact là sur les 3 derniers matchs, il est énorme. Elle fait 25, 25 et 26 points. Honnêtement, malheureusement, à chaque fois, sur les postes de la WNBA, justement, Gabby n'est pas MVP du match, alors qu'elle fait des statistiques assez intéressantes, mais c'est Nneka, parce qu'elle aussi est vraiment en complet. C'est une équipe en confiance qui marche très très bien avec ces 2 joueuses sur les lignes extérieures et intérieures. Ouais, donc 2 joueuses du Storm dans ce 5-là. Nous, on en avait parlé quand on a préparé l'émission. Ça s'entend. Moi, j'étais sur un autre avis. On va parler de Phoenix dans quelques instants. Mais en tout cas, il n'y a rien de choquant non plus à avoir 2 joueuses là, du Storm qui sont invaincues cette semaine dans notre 5. Et donc, la dernière joueuse de notre 5 de la semaine, c'est Alyssa Thomas du côté du Mercury. Le Mercury là, qui cartonne et qui se replace très très haut dans le classement
avec 5 victoires consécutives là, et Alyssa Thomas qui réalise vraiment de belles performances elle aussi. L'équipe est invaincue là sur les 5 derniers matchs, bah oui, 5 victoires de suite, tu me diras, et des perfs. Et ce qui est intéressant, c'est que les perfs sont vraiment variés, c'est-à-dire que tu vas jamais dépasser les 20 points. Tu vois, là, sur les 5 matchs, elle est à 18 sur du 14 points. Mais après, soit tu fais un double-double en points rebond, ou tu fais un double-double en points passe. C'est choisis ce que tu veux ce soir, tu vois. On a du 18-15-7, on a du 14-8-11 et du 14-6-13 en faisant points, rebond, assist dans l'ordre, avec des bons pourcentages aussi. Hein. Alors, ça prend pas de shoot à 3 points pour Alyssa Thomas, on sait, mais en tout cas, ça a un beau pourcentage à l'intérieur. On est sur du 6 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 11. On est toujours à 50% ou plus. Une belle équipe de Phoenix. Voilà, on aurait pu parler d'autres joueuses, mais Alyssa Thomas, cette joueuse d'expérience, c'est la 10 ou 11e saison pour elle en WNBA. Je crois que c'est la 11e saison. Donc, c'est une équipe de Phoenix qu'on attend de voir haut dans le classement, qu'on va attendre en play-off. Et en tout cas, ce push de 5 victoires de suite les replace directement dans le gratin de la WNBA. Et voilà, c'était donc normal d'avoir une joueuse du Mercury dans notre 5. Et puis, ouais, c'est surtout depuis qu'elle est revenue de blessure, où Phoenix a vraiment repris une dimension, avec comme tu l'as dit, 5 victoires consécutives. Ouais, c'est ça. Et c'est même 5 victoires consécutives exactement depuis son retour. Et si on prend son bilan personnel, elle a connu qu'une seule victoire en étant sur le terrain cette saison. Une seule défaite, tu veux dire? Une seule défaite, pardon, exactement. C'était contre Seattle le 23 mai. Mais à part ça, que des victoires à l'actif d'Alyssa Thomas. Yes. Donc voilà pour notre 5 de la semaine. On va enchaîner rapidement, si tu veux, Elliot, avec le classement. On a toujours Minnesota qui est devant avec ce beau bilan de 12 victoires, une défaite, 3 victoires de suite, malgré l'absence de la MVP, future MVP. Pardon, je me suis un petit peu avancé. De la Deepoy en titre. Voilà, oui, très bien. Le Liberty, on en parlera tout à l'heure. On va pas faire focus tout de suite sur eux. Toujours deuxième, mais avec un petit coup de mou. Et donc, cette équipe de Phoenix, là, qui remonte directement à la 3e place avec ses 5 victoires de rang et qui, du coup, est un beau bilan de 11-4. Ouais, il y a un peu un duo trio d'équipes qui sont en grande forme. Ouais. C'est le cas de Phoenix, Atlanta et Seattle, qui sont donc 3, 4 et 5, avec une série de 5 victoires pour Phoenix, 2 victoires pour Atlanta et 3 victoires pour Seattle. On ne les attendait pas forcément aussi haut, notamment Phoenix et Atlanta. Seattle, on pouvait peut-être s'y attendre. Mais c'est des équipes qui profitent de la méforme des quelques équipes dont on va parler juste après pour pouvoir se placer haut et pouvoir espérer un avantage du terrain sur le premier, voire le deuxième tour des playoffs. Ouais, ce qui est intéressant, alors c'est là autant Phoenix est vraiment remonté avec ses 5 victoires de rang, mais tu vois, Atlanta, depuis qu'on fait les points classement depuis le début de la saison, là, ça fait quelques émissions maintenant, cette équipe d'Atlanta est toujours la première équipe dans le rang après les deux autres. Tu vois, tu as Minnesota et New York qui, pendant un bon moment aussi, étaient invaincus en début de saison, on le rappelle. Et à chaque fois, voilà, tu avais ces deux-là. Et on va dire, dans le groupe peloton, la première équipe de ce groupe peloton, c'était Atlanta. Et bon, là, Phoenix est repassé devant, mais voilà, juste une victoire d'écart. Il y a un match d'écart. Mais Atlanta continue à tenir le rang et on en avait parlé aussi. C'est vraiment une équipe qui est sympa à suivre. Après, en dessous, tu l'as dit. Alors, on aurait même pu intégrer dans le package un petit peu que tu as parlé, Elliot, les Valkyries, qui ont un bilan, c'est la dernière équipe avec un bilan positif, 7 victoires et 6 défaites, et qui, elles aussi, sont sur 2 victoires consécutives, malgré un 5-5 sur les 10 derniers matchs. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement, c'est un peu plus mitigé, mais ça reste très, très fort pour une équipe d'expansion. Ouais, donc, les Valkyries font leur bout de chemin et on ne jugera absolument pas. Elles ont carte blanche sur cette saison pour s'installer tranquillement dans cette ligue et prendre les repères. Et donc, je parlais des équipes qui étaient un peu moins en forme. C'est Las Vegas et Indiana qui ont le même bilan de 6 victoires pour 7 défaites, qui sont dans le négatif, et qui ont le même bilan sur les 10 derniers matchs de 4 victoires pour 6 défaites. Donc, il y a eu un peu d'absence de Caitlin Clark à Indiana, un peu d'absence d'Elja Wilson à Las Vegas. Donc, on va attendre
de voir les effectifs au complet. Et si les équipes commencent à trouver un peu de rythme, on sait que c'est peut souvent partir sur une série de 5, 6, 7 victoires consécutives. Mais Las Vegas et Indiana un peu dans le flou. C'est ça. Après, voilà, tu as Washington 9e, les Sparks qui sont 10e. Et après, tu as vraiment les cancres avec Chicago, Dallas et Connecticut. Forte chance que ce soit toujours un peu les mêmes cette saison en bas du classement. Même si tu vois, encore une fois, pour avoir vu le match de Chicago dimanche là, contre Atlanta, je trouve qu'elles n'ont pas démérité. Après, j'ai pas vu tous les matchs du Sky cette saison, donc je reste sur une vue limitée. Mais c'était vraiment globalement pas mal ce qu'elles ont proposé. Après, elles ont complètement craqué dans le 4e quart-temps, où elles ont pris un enchaînement de shoot. Mais voilà, ça mériterait peut-être d'être un petit peu plus haut, mais bon, on va pas en parler maintenant. Mais voilà, un classement qui commence quand même à bouger, malgré quand même des places. Tu as toujours les deux places fixes en haut là qui vont très certainement tenir. Et non, c'est cool. Et on voit quand même que le niveau général est haut. Et on en parlera pour New York tout à l'heure, mais attention, là tu vois, New York est sur 2 défaites de rang. Quand tu vois que tu as Phoenix, Atlanta, Seattle qui poussent avec une bonne dynamique de victoire, attention à pas trop perdre pour pas vite être relégué un petit peu plus bas dans le classement. Et on aura un match très intéressant à suivre cette semaine, justement. Yes. On ne spoil pas, mais non, on ne spoil pas. Même on verra ça tout à l'heure. C'est ça, la semaine est même intéressante pour cette équipe du Liberty. On va enchaîner, tiens, avec le match qu'il fallait pas manquer la semaine dernière, Elliot. Et c'est un match, une affiche entre deux équipes là, qui sont dans cette moitié de classement, les Valkyries et le Fever. Le match était du côté de San Francisco. Et ça nous a offert une belle rencontre du côté du Chase Center. Voilà, c'est ça ce que je voulais surtout mettre en lumière. C'est la 6e fois que le Chase Center est complet en 6 rencontres disputées par les Valkyries à San Francisco, dans la baie de San Francisco. Donc le public est totalement au rendez-vous pour cette franchise d'expansion qui a beaucoup de hype et qui profite de la culture basket instaurée par les Warriors pour justement récupérer des fans qui connaissent les Warriors et se prennent au jeu des Valkyries. On avait Steve Kerr, Brandin Podziemski et l'ancien joueur des Warriors, Juan Toscano Anderson, qui était présent au Chase Center. Ah oui, c'est un OG, lui. Et Brandin Podziemski, qui est très, très actif sur le bord du terrain, qui est premier rang, et qui a notamment un moment chambré Caitlin Clark après un marché. Je pense que pour les joueuses des Valkyries, c'est cool d'avoir ce soutien des homologues messieurs. Et donc, on peut dire que Golden State a complètement renversé ce fameux match. D'abord dominé avec 10 points de retard, même jusqu'à 12 minutes de la fin. Elle passe un 8-0 avec notamment une bombe à 3 points de Kate Martin. Qui fait complètement exploser le Chase Center. Je crois que cette saison, je n'ai pas vu un match de WNBA avec autant d'ambiance. Ok, à ce moment-là. Ouais. Et les Valkyries appellent leur stade le Balala. Ils ne l'appellent pas le Chase Center. Enfin, c'est au Chase Center évidemment, mais ils ont renommé Balala. Et donc, avec les 18 064 spectateurs présents, c'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de bruit dans cette salle. Et ça fait grandement la différence. Et puis, ça fait la différence aussi pour les adversaires. Caitlin Clark, qui a été muselée par la défense des Valkyries, avec notamment 6 pertes de balles et un beau 0 sur 7 à 3 points. Et donc, les Valkyries qui s'adjugent ce match 88-77. Avec un gros dernier carton. Ouais, exactement. À noter 33-18, ça fait vraiment un delta quand le score final, il y a 11 points d'écart, pardon. Donc le 33-18 fait mal pour le Fever. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et en fait, cette dynamique positive des Valkyries, en fait, il y a un côté cercle vertueux, c'est-à-dire que comme tu le dis très bien, il y a une très belle ambiance au Chase Center, mais qui est aussi due à une équipe qui propose des belles choses, qui enchaîne les victoires. Et donc, du coup, ça crée une dynamique. C'est-à-dire les joueurs, c'est vrai que si l'équipe se prenait 20 pions dans les dents chaque soir, bon, peut-être pas la même ambiance, tu vois. Donc, mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'on attendait de voir un petit peu. C'est pas commun d'avoir une nouvelle équipe qui rentre dans une ligue. Et en tout cas, là, pour l'instant, c'est une belle surprise du côté des Valkyries, sachant que
ce qu'il faut noter également, c'est quand même que tu as plusieurs joueuses de l'effectif là, qui sont parties pour la compétition de l'Eurobasket. Donc, tu as quand même des. Voilà. Tu as un renouvellement, pas un renouvellement, mais un remodelage, on va dire, un petit peu de l'effectif. Et ça bosse bien autour de la coach Nathalie Nakase, là. On en avait parlé, je me rappelle, en tout début de saison. Donc, non, c'est vraiment agréable de suivre ces premiers matchs des Valkyries dans cette belle salle du Chase Center. Exactement, ouais, tu l'as dit, des joueuses majeures qui sont parties à l'Eurobasket, notamment Janelle Salin avec la France, mais aussi Temi Fagbenle qui était titulaire à tous les matchs. Et il y a beaucoup de turnover, mais les Valkyries ont choisi de prendre des joueuses qu'elles avaient lors du training camp, ce qui fait que elles sont très très bien intégrées dans l'effectif. Et pas besoin d'avoir du temps pour se mettre à niveau. Elles sont directement impactantes, notamment Chloé Bibi, justement avec ce match contre le Fever, qui sort 12 points et 3 rebonds en 23 minutes pour son seulement deuxième match de saison régulière avec les Valkyries. Bon, du coup, on vous invite à aller suivre cette franchise des Valkyries, entre autres évidemment. Mais voilà, le bilan est bon sur ce début de saison, donc on le note, et une belle victoire contre Indiana à la maison dans la semaine qui vient de s'écouler. On va pouvoir continuer. Alors, vous l'aviez évoqué la semaine dernière avec Tom. C'était les derniers jours pour la Commissioner Cup, en tout cas pour la phase de qualification pour le match, pour la finale qui aura lieu tout début juillet, c'est le 1er juillet. Et on a donc notre affiche, Elliot. Exactement. C'est les Minnesota Lynx qui seront opposés au Indiana Fever. La finale qui va arriver très vite, hein. La semaine prochaine, mardi 1er juillet, dans la nuit de mardi à mercredi, à Minneapolis, puisque Minnesota avait le meilleur bilan avec 5 victoires pour une seule défaite, contre 4 victoires pour une défaite à Indiana. Mais comme il y a plus d'équipes dans la conférence Ouest avec l'arrivée des Valkyries, ça fait que les bilans sont déséquilibrés. Bref, c'est Minnesota qui avait remporté la Commissioner's Cup l'année dernière, avec, on s'en souvient, Napheesa Collier MVP. Et aussi, on sait que la Commissioner's Cup, c'est très axé argent, dons, etc. Et donc, les Minnesota a accumulé 16 000 $ de dons pour l'organisation de leur choix. Et Kathleen Clark, le Fever de Kathleen Clark, 13 000 $ pour le Peace Learning Center. Ok. Bon, du coup, affiche intéressant à suivre au-delà juste du côté qui va repartir avec le trophée, tout ça. Et c'est un beau match entre deux équipes intéressantes. Tu as des stars. Alors, à voir, est-ce que Napheesa Collier sera là ou pas? Je sais pas la durée d'indisponibilité. On sait qu'elle a des problèmes au dos, je crois que c'est ça. Ouais, la durée n'a pas été communiquée. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Si on communique pas, ça veut dire que c'est pas une blessure de longue durée, quoi. Et bon, après, de toute façon, on disait tout à l'heure dans le classement, Minnesota continue à de la marge et continue à gagner malgré l'absence de Collier. Donc, bon, après, sur un match sec, une finale contre le Fever, ça va être. Mais en tout cas, avec Collier, ce sera une affiche vraiment cool à suivre. Bon, sans Collier, ça sera toujours sympa à regarder. Mais on a une belle affiche entre deux équipes qui sont plutôt cool à suivre et qui sont dans cette hype de la WNBA, tu vois. Le Fever, il n'y a pas besoin d'en parler, hein. Je veux dire, pour beaucoup de monde, c'est l'équipe que le plus de personnes peuvent suivre quand tu rentres dans la WNBA, et c'est pas du tout offensant ce que je dis. Et après, Minnesota cartonne depuis des années. C'est une franchise historique de la ligue aussi, qui a gagné beaucoup de titres, et qui a la MVP de l'année dernière de la Commissioner Cup, mais qui a une joueuse, mais qui a une joueuse générationnelle incroyable, un très bel effectif. Donc, deux équipes sympas à suivre. Et donc, la finale, donc dans la nuit de mardi à mercredi, non, c'est ça? Ou lundi à mardi? C'est ça. Mardi à mercredi, le 1er au 2 juillet. C'est ça, oui, il n'y a pas de match dans la nuit du lundi à mardi en WNBA en général. Voilà pour la petite Commissioner Cup, on reviendra dessus la semaine prochaine, on aura notre vainqueur. Donc, est-ce que Minnesota va conserver son titre et faire le back-to-back, ou le premier titre peut-être pour Clark dans sa carrière? C'est ça, exactement, on verra. En trophée collectif, on va dire ça. On a notre dernier petit point à voir, avant-dernier point à voir avant de parler des matchs à suivre dans votre semaine basket, que ce soit en WNBA ou ailleurs. On va juste revenir un petit peu sur l'équipe qu'on souhaite observer un petit peu plus près, sortir un petit peu les jumelles et voir un petit peu ce que ça peut donner, Elliot. Alors, Tom n'est pas là, donc
On n'a pas du tout fait ça pour lui ou contre lui, mais c'est le hasard du calendrier et on va dire les observations qu'on a pu avoir ensemble. C'est cette équipe du Liberty de New York là qui est sur une mauvaise dynamique et qui a une grosse semaine au programme là. C'est ça, très mauvaise dynamique, oui, quand même. Ouais. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Donc, elles avaient enchaîné leurs fameuses 9 victoires consécutives. Ouais. Puis ensuite vient cette mauvaise phase de 4 matchs avec une défaite contre Indiana, suivie d'une victoire contre Atlanta, puis une défaite contre Phoenix et contre Seattle. Donc, des matchs pas simples, effectivement, mais qui sont normalement à la portée du Liberty qui champion en titre, donc devrait pouvoir remporter ces matchs. Voilà. Le point principal à noter, c'est l'absence de Jonquel Jones, qui donc sera absente 4 à 6 semaines après comment on appelle ça, c'est tordu la cheville, quoi. Oui, voilà. Cheville droite, qui l'avait déjà embêté un petit peu plus tôt cette saison, tout début juin. Elle avait manqué 2 matchs. Ouais. Et donc, c'est un peu une rechute, entre guillemets. Elle a évité une grave blessure, mais cette entorse, voilà, le mot que je cherchais, cette entorse de la cheville va quand même l'éloigner des parquets. Et on sait que MVP des finales l'an passé, donc c'est quand même une joueuse majeure du système de Sandy Brondello et qui aura son importance dans les. Enfin, il faudra combler toutes les responsabilités que Jonquel avait. Clairement, donc ouais, 4 à 6 semaines, ça commence à faire. On sait que les saisons WNBA sont plus courtes que chez les messieurs. Et comme on disait tout à l'heure dans le classement, il faut voilà, tu as des équipes qui poussent derrière pour aller gratter des places. Là, la dynamique est pas nécessairement très bonne pour Liberty et les affiches qui sont prévues, les Valkyries, donc c'est 3 matchs en plus à l'extérieur. Ouais. Valkyries, Mercury et Atlanta. Bah voilà, c'est 3 équipes qu'on a citées un petit peu plus tôt dans l'émission et sur lesquelles on a plutôt mis des louanges. Donc, ouais, des équipes qui sont capables de faire des coups d'éclat, ouais. qui sont pas forcément habituées à des victoires contre les grosses écuries, mais Golden State peut totalement embêter le Liberty sur un bon jour. On sait que Léonie Fibisch est à l'Euro avec l'Allemagne, et donc c'est aussi un élément, une joueuse majeure qui manque au Liberty. Et Sabrina Ionescu a manqué le dernier match. Elle a été mise au repos, je crois. Donc normalement, elle sera de retour pour la semaine qui s'annonce pour New York. Bon. On va les observer de près. On pourra peut-être revenir sur le bilan de cette semaine pour le Liberty la semaine prochaine, pourquoi pas, et voir un petit peu ce que ça a donné. On va donner un petit peu le programme, tiens, pour conclure, si tu veux, Elliot, sur les matchs alors à suivre, en tout cas sur des horaires respectables. On va faire un petit encart avec l'Eurobasket et notre équipe de France qui se retrouve en quart de finale avec un match qui a lieu très tôt, là, c'est mardi. Ouais, c'est ce mardi après-midi, le quart de finale de l'équipe de France contre la Lituanie. Donc la Lituanie de Juste Josité, la joueuse de l'Asvel draftée par les Valkyries, et la France qui est, donc on le rappelle, sans Gabi Williams, sans Marine Johannes, sans Dominique Malonga, mais qui a un effectif solide et une Janelle Salin complètement révélée, qui bat ses records de points à chaque match, qui a fini le dernier match contre la Suisse avec 23 points, et Valériane Allegui, le capitaine, et Iliana Rupert à l'intérieur. Un effectif bien construit qui se base évidemment sur la défense avec Jean-Aimé Toupane au coaching. Et donc ce quart de finale diffusé à 16h30 sur TMC. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que les matchs de l'équipe de France sont en clair. Ça sera pareil pour les messieurs avec leur Eurobasket fin août, début septembre. Et donc quart de finale ce mardi après-midi 16h30. Puis potentiellement la demi-finale vendredi, avec des horaires à définir, mais qui seront potentiellement les mêmes. Et après, si les Bleus arrivent jusque-là, la finale dimanche 19h30, ou alors la petite finale à 16h30 dimanche, qui seront également diffusées sur TMC, voire TF1 si la France est en finale, TF1, je pense. Ouais, je pense, ouais. Donc n'hésitez pas à suivre ça, regardez sur le site de sur le site de l'Eurobasket, FIBA, etc. pour avoir les dernières informations et aller soutenir nos Bleus qui qui courent après cette médaille d'or depuis un bon moment. Ouais, clairement, c'est une belle visibilité, une belle vitrine d'avoir les compétitions, que ce soit masculines ou féminines, en clair.
que ce soit sur le groupe TF1 ou ailleurs, de toute façon. Mais voilà, on a souvent dit, ouais, le basket, la visibilité du basket en France, c'est pas dingue, c'est pas terrible, alors encore plus chez les filles. Là, il y a vraiment un partenariat qui a été signé et voilà, il faut le souligner quand c'est bien. Donc, il faut aller les encourager, même devant votre poste. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un cercle vertueux. Plus il y aura d'audience, plus les chaînes vont vouloir continuer à diffuser le basket sur des antennes en clair. Donc, et en plus, voilà, on a une belle équipe de France là, qui performe bien. Et là, elle rentre dans le sérieux avec ce quart de finale, donc mardi 16h30, à suivre donc face à la Lituanie. Du côté de la WNBA, on a des matchs. Alors samedi, il n'y a pas de match, à horaire européen, on va dire, mais il y a 2 affiches dimanche. Alors, il y a cette équipe du Liberty, on en parlait à l'instant, qui va affronter Atlanta. C'est un gros match. Ça, c'est à 21h. Et on a une deuxième affiche en quasi simultané à 22h. Bon, un peu moins folichonne, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un Chicago Sky contre Los Angeles Sparks à Los Angeles. Ouais. Donc, voilà. C'est une affiche qui peut se regarder en petit différé après le match du Liberty. Ou à la mi-temps du Liberty Atlanta, tu bifurques un petit peu, tu vas voir c'est où, c'est à Los Angeles. Bon, voilà, tu vas voir un petit peu ce que va proposer Kelsey Plum, après le reste de l'équipe de Los Angeles, on va pas en parler, mais et voilà, Chicago c'est pas mal, moi de ce que j'ai vu, je trouve ça sympa, ça perd à la fin, mais bon là, de toute façon, tu es avec 2 équipes de lose. Donc, il y en a bien une qui va devoir l'emporter, hein, finalement. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de match nul au basket. Donc, voilà, 21h dimanche, New York-Atlanta. Donc, ça, c'est vraiment à pas louper si vous avez l'occasion de voir ça. Et Chicago-Los Angeles, pourquoi pas, à 22h également dimanche. Donc, voilà pour le basket, les horaires, en tout cas. Donc, mardi 16h30 et les matchs de dimanche 21h et 22h. Tant qu'on parle de basket en clair, pour les amateurs du championnat de France, mardi 20h30, Paris-Monaco. Épilogue, match 5 des finales de Betclic Elite sur DAZN. Donc, il faut créer un compte, mais c'est gratuit sur la plateforme. C'est gratuit, je crois, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, le match de l'année en basket masculin français. Donc, pourquoi pas. Bon, voilà. Et ça, c'est quel jour, du coup ? Mardi, demain. À mardi. 20h30. Voilà. Bon, vous pouvez faire l'enchaînement avec l'équipe de France et la finale de Betclic. Après, vous faites un petit peu de repos ou du replay de WNBA et dimanche, vous avez à nouveau des matchs. Donc voilà, le programme est sympa et en tout cas, on a essayé d'être le plus complet possible sur les affiches et tout ce que vous pouvez voir cette semaine du côté de la WNBA, mais pas que. Bon, voilà, Elliot, on a fait le tour à peu près de notre podcast. Je te remercie. Merci à toi, on a fait un bon tour. Et puis, de toute façon, il faut suivre cette ligue. Ça joue bien, il y a des performances toutes les semaines, tous les soirs. C'est vraiment agréable à regarder. Non, c'est cool. Là, on arrive en plus. C'est vraiment une ligue aussi qui est sympa à suivre en été, où tu as plus de temps pour aussi découvrir. Parce que voilà, tu as encore, nous les premiers, on va découvrir des joueuses, on va découvrir des potentiels, de ce genre de choses. Et on a souvent un petit peu plus le temps quand on arrive dans la belle période de l'année en été. Ça. Donc, profitez-en, évidemment. Et nous, on vous accompagne toutes les semaines. On essaye de vous accompagner au mieux, évidemment, pour suivre cette ligue de WNBA. Dernier point auto-promo. Ouais. Vas-y. J'ai relancé mon WNBA MVP ranking. Oui, tu as raison, parle-en. Tous les mercredis, chaque semaine, je fais mon classement MVP de WNBA, donc avec un top 5 qui bouge souvent, mais voilà. Je ne dis pas qui est première pour l'instant, mais je pense que ça te plaît. Bon, oui. Bon. Vous avez le Power Ranking de The Athletic qui sort le lundi en général. Je le vois souvent passer sur X. Il y a le Power Ranking d'ESPN et il y a le Power Ranking d'Eliott de The Playoff. Voilà, totalement complémentaire. Et voilà, vous faites vos comparaisons. Vous dites, ah non, c'est mal placé. Ou ah non, il avait totalement raison, évidemment. Il est totalement objectif dans son analyse. C'est ça. Bon, tu as bien fait. Donc, tous les mercredis, le premier est sorti la semaine dernière, non ? C'est ça, ouais. Après un mois de compétition, je me suis dit qu'on avait le recul nécessaire pour relancer ça. Et donc, le premier la semaine dernière et le deuxième cette semaine. Voilà, donc vous allez sur le site de The Playoff, le petit onglet Basketball WNBA, comme ça vous y retrouverez plus rapidement dans les différents articles qu'Eliott peut écrire et le reste de l'équipe. Sinon, c'est vrai que vous pouvez vite vous perdre. Il y a pas mal d'articles qui sortent tous les jours. Donc voilà, Basket WNBA et vous trouverez les différentes informations. Bon, allez, on vous souhaite une bonne semaine en tout cas. Profitez bien du soleil, de la famille, des vacances si vous avez la chance d'en être, pourquoi pas, fin juin. Et nous, on vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve donc la semaine prochaine. Peut-être à 3 ou pas.
Bah oui, en fait, c'est le grand teasing de la saison, tu vois. Quand se retrouvera-t-on? C'est ça. Bon, en tout cas, très bonne journée à vous, plein de bonnes choses. Merci Elliot à nouveau et à la semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao!